Salut Ok, à ok. tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview d'un professionnel en cybersécurité. Tom, je vais te laisser commencer par te présenter et puis après, on parlera un petit peu plus de ton métier qui est un peu atypique, on va dire, dans le milieu. Ok, bah bonjour, c'est Tom. Du coup, je suis analyste en renseignement open source depuis plusieurs années et professionnel dans le secteur depuis à peu près un an. Je fais des missions assez variées en OSINT, pour ceux que ça parle. Je sais que l'OSINT est assez utilisé dans le domaine de la cybersécurité même, pour tout ce qui est analyse forensique ou des choses comme ça. Moi, je suis plus spécialisé dans les relations commerciales, donc avec des entreprises de la DeFi, donc tout ce qui va être blockchain, crypto-monnaie. Mais on propose aussi des services pour tout ce qui est particulier, donc recherche de personnes, toutes ces choses-là. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Et je fais aussi de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, donc ça soit Twitter, TikTok, LinkedIn aussi, pour parler un peu de ce que c'est que le renseignement, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à travers les films et toutes ces choses-là, mais peu par des gens qui le pratiquent vraiment. Donc ça peut être intéressant aussi pour tout le monde d'être sensibilisé sur ces sujets-là, et aussi sur des sujets de protection de nos données personnelles, parce que bah voilà, Comme ça qu'on. on est, on est en plein dedans. Ah ouais. Vas-y, je te laisse finir, c'est juste que Ouais, il y ouais, avait des ouais. petites coupures chez moi, mais vas-y, vas-y. On est en plein dedans, ouais, en ce moment, avec tout ce qui est réglementation RGPD, tout ce qui est aussi TikTok en Europe, qui est un grand sujet. Donc voilà, je me suis dit que c'était aussi intéressant de partager un petit peu tout ça. Donc voilà ce que je fais. Oui, effectivement, bah, merci pour la présentation. J'ai eu l'occasion de te découvrir, on va dire, à travers Twitter où tu fais des threads vraiment de qualité. Je mettrai directement le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ton parcours scolaire? Comment t'en es arrivé là? Et après, on parlera un peu plus de ton métier en détail parce que c'est un métier qui est quand même assez large et assez varié, qui ne parle pas forcément aux débutants. Et donc, peut-être déjà, comment tu as fait pour en arriver jusqu'ici? Ok, bah, c'est une très bonne question. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné par tout ce qui va être en fait, psychologie. Donc ça peut être, quand j'étais petit, je voulais être détective. Bah, finalement, je le suis un petit peu. Et j'ai été aussi intéressé par tout ce qui était magie, donc ce qui va être illusion et toutes ces choses-là. Donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup d'illusions quand j'étais jeune, de magie, j'ai fait des spectacles et des choses comme ça. Et donc j'étais intéressé par ça. Après, j'ai eu un parcours assez scientifique, assez classique de lycée, en prépa. Et après, j'ai arrêté la prépa parce que ça ne me plaisait pas. Et je me suis formé en autodidacte à ça, justement, à l'OSINT, parce que j'avais vu que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi tout ce qui est culture générale, tout ce qui est géopolitique et tout. Et je me suis beaucoup intéressé à ça, et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'OSINT, avec des contacts, des relations et des choses comme ça. Donc j'ai appris tout seul, et après, bah, le réseau se fait tout seul, hein. C'est-à-dire que c'est le plus important. C'est ce que je dis, voilà, tous les gens qui veulent débuter, c'est le réseau, en fait. Il n'y a que ça qui marche dans des secteurs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles, donc c'est en rencontrant des gens, en discutant avec des gens, en apportant de la valeur ajoutée aux gens, que bah, en échange, on apprend des trucs, et puis voilà, quoi. Donc en gros, c'est beaucoup d'autodidacte. D'accord, donc jamais fait d'école forcément dans l'informatique, que ce soit au niveau post-bac ou avant. Non, bah, en prépa, on a fait un petit peu d'informatique bah, assez poussé quand même, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que non, dans tout ce qui est cybersécurité pure et dure, non. On en a survolé un petit peu, mais pas beaucoup. Pas de l'OSINT pur, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps à peu près que tu es dans la cybersécurité à proprement parler? Ça va faire, dans ce milieu-là, ça va faire 4 5 ans, et ça fait ouais, un an que je fais ça vraiment professionnellement, quoi. D'accord, donc pendant 3-4 ans, tu as fait ça un petit peu de ton côté, tu t'es créé ton propre réseau, tu as pu échanger avec les gens, tu as pu arriver à trouver des contacts en interne. Tu travailles peut-être en France ou à l'étranger, ou du moins pour une société peut-être qui est étrangère actuellement? C'est du privé ou J'ai, du public? Tu as le droit d'en parler? ouais, ouais, c'est du privé. J'ai mon agence, hein, tu pourras voir, c'est Mitami Agency. On est une agence bah, française. On agit sur le territoire français, mais bon, après, on a tout, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un, un anglais qui peut avoir besoin pour, je sais pas, une opération blockchain, il peut. L'année dernière, donc en 2022, on a eu deux missions pour des gestionnaires de fonds crypto qui avaient besoin en fait de faire une enquête pour sécuriser une transaction et qui c'était deux fonds suisses, tu vois. Donc on est assez flexible là-dessus. Et puis c'est aussi intéressant de discuter avec d'autres gens parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de voir les choses. Et c'est toujours très enrichissant, je trouve. Et du coup, tu as créé ta propre agence ou tu as rejoint une agence qui était déjà existante? J'ai créé la mienne en fait parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas en France, donc je me suis dit que ce serait intéressant de créer la mienne. Et puis voilà quoi. D'accord. Et donc maintenant, pour parler un petit peu plus de ton métier,
En quoi est-ce qu'il consiste exactement? Et après, si tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais un peu plus en détail. Alors, mon métier, c'est sur le papier, c'est analyste en renseignement open source. Donc, analyste, pourquoi? Parce qu'on fait principalement que de l'analyse. Après, on a des rapports à rendre aussi aux clients, mais voilà, c'est de l'analyse. Donc, en renseignement, parce que c'est du renseignement, moi, je travaille dans le renseignement commercial. Donc, il y a plein de types de renseignements. Par exemple, un détective, lui, il va faire du renseignement à la personne, c'est-à-dire il va renseigner des personnes, ou des avocats ou des juristes. Il va être plus proche du pénal que moi. Moi, c'est purement commercial, donc je n'ai rien à voir avec tout ce qui est pénal et toutes ces choses-là. C'est purement du commercial, c'est-à-dire en fait protéger les intérêts stratégiques de mes clients. Pour ça, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, vérifier des deux acteurs avant de faire une transaction, donc pour les fonds à risque dont je parlais. Ça peut être retrouver des personnes disparues, donc ça, on ne le fait pas beaucoup, mais ça peut arriver aussi. Ça peut être retrouver des arnaqueurs, ça peut arriver aussi. On a eu le cas l'année dernière d'arnaqueurs qui avaient arnaqué dans une communauté des gens. Donc notre but, c'était de le retrouver, discuter avec lui, savoir si on pouvait résoudre le problème à l'amiable. Et généralement, ça se passe bien. Mais après, voilà, c'est-à-dire que si ça se passe pas bien, après, c'est transmis à d'autres personnes. Et c'est là que j'insiste toujours, c'est que voilà, nous, en tant qu'analyste au SINS, on fait que de l'analyse. Après, ça peut être transmis à d'autres gens, ça peut être transmis à la police, ça peut être transmis à plein d'autres autorités. Mais nous, voilà, on fait principalement de l'analyse. D'accord. Et si tu peux nous parler d'une mission que tu as bien appréciée, par exemple, sur soit cette année, soit fin d'année dernière, que tu trouvais vraiment valorisante en termes de travail et qui était représentatif du métier que tu peux faire, par exemple. Bah, ce serait celui-là, c'est-à-dire quand on a bossé l'année dernière sur cette grosse mission, sur des grosses transactions. En fait, c'était un fonds à risque. Peut-être définir un petit peu ce que c'est qu'un fonds à risque, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent aussi. C'est des trucs assez nichés. En fait, c'est des entreprises qui gèrent des fonds. Ça peut être soit pour d'autres entreprises, soit pour des particuliers, ou soit pour leur compte propre, en fait. Et donc, ils gèrent plusieurs millions. Certaines dans le monde gèrent plusieurs milliards. Mais là, c'était plusieurs millions. Et il fallait qu'ils sécurisent une transaction. En fait, ils avaient une transaction à faire. Et sur la blockchain, une transaction, une fois qu'elle est faite, ça ne peut pas être changé. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes dans votre banque traditionnelle et que vous faites une transaction, si vous faites un virement et que vous vous trompez, bah, vous pouvez toujours appeler la banque et dire, oh, bah, j'ai fait une erreur, est-ce que ce serait possible de faire quelque chose, quoi. La banquière, normalement, le banquier pourra faire quelque chose et puis ça se passera bien. Sur la blockchain, une fois que la transaction est faite, c'est fini. C'est-à-dire que rien ne peut être fait. Donc c'est pour ça que nous, on travaille pour des fonds à risque qui, eux, font beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions. Et parfois, quand ils ont des transactions de plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros à faire, bah, vaut mieux qu'ils soient sûrs que cette transaction se passe bien, quoi. C'est-à-dire que l'acteur qui va recevoir la transaction est sain, c'est-à-dire qu'il ne va pas poser de problème, et qu'il ne va pas dire qu'il n'a jamais reçu, etc., etc. Donc ça, c'était mon boulot, de vérifier que tout se passe bien. Et c'était très intéressant parce que finalement, on discutait avec des gens aussi qui viennent de milieux différents, c'est-à-dire du monde financier pur et dur. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des missions comme ça. Et c'est très enrichissant parce que c'est le métier que je fais le mieux finalement, tout ce qui est blockchain, quoi. D'accord. Donc, dans le concret, là, pour cette mission en particulier, tu analysais l'historique, on va dire, au niveau blockchain de ce précédent acteur. Tu vérifiais si les états financiers étaient plutôt bons. Comment ça se découpe, ce type de mission en général? Est-ce qu'il y a une phase d'analyse au début, au Bah, préalable de d'abord, certains documents? Est-ce qu'il y a une analyse blockchain? Comment ça se découpe? d'abord, on discute beaucoup avec le client, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous souhaitez faire précisément, parce que ça varie énormément, hein. Chaque client a son truc. Moi, je fais jamais deux fois la même mission. C'est toujours des petits trucs, tout est tout le temps différent. Donc on se met d'accord sur le client, on discute voilà, de ce qu'il veut, après on met ça sur papier, on fait ça bien. Et après on commence, donc là ça va être une première passe, c'est-à-dire une passe sur l'acteur qui devait recevoir la transaction, savoir un peu quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, machin, machin. Donc on fait tout ça avec des outils de SIM qui sont assez connus ou d'autres qu'on a développés en interne. Et avec tout ça, bah, on a à peu près une vue d'ensemble de ce qu'est le client. Et après, voilà, il y a une deuxième passe on-chain. Donc, on-chain, c'est sur la blockchain, où là, on va vérifier toutes les transactions du niveau 0 et du niveau 1. Donc, le niveau 0, c'est toutes les transactions que le compte aurait pu faire. Et le niveau 1, c'est le niveau que toutes les transactions ont interagi. C'est-à-dire que moi, si je fais une transaction avec toi,
Euh, une transaction niveau N0, ce serait la transaction que je fais avec toi. Transaction niveau N1, c'est les transactions que toi tu vas faire. Et en fait, c'est très intéressant d'étudier ça parce que il se peut que parfois toi tu envoies de l'argent ailleurs ou des trucs comme ça. Ils peuvent parfois avoir un peu des anguilles sous roche, quoi, des personnes qui sont au niveau 0 ou au niveau 1 qui font des transactions un peu douteuses. Donc ça, c'est le boulot aussi de vérifier tout ça on-chain. Et on vérifie aussi qu'il n'y ait pas eu d'autres trucs un peu bizarres. Et normalement, moi, j'ai jamais eu de cas de choses qui s'est mal passées. Généralement, les gens sont très clean, mais on vérifie quand même dans le doute. Et après, vous appuyez sur des listes, par exemple, d'adresses qui ont été blacklistées ou qui ont été Exactement, ouais. référencées comme acteurs malveillants. Exactement, c'est ça. Ouais. Acteur D'accord, donc des malveillant, outils anti-ML ou ce genre de choses. ouais, c'est ça, en fait, tout ce qui va être acteur malveillant, adresse malveillante et aussi l'interaction avec des contrats. En fait, ça se fait de plus en plus maintenant dans les fonds et dans les trucs un peu qui veulent rester discrets, en fait, on-chain. C'est de la création de smart contracts. En fait, ils font leur propre smart contract pour faire plusieurs transactions d'une traite et qu'en fait, sur les ETH Explorer ou ces sites-là, pour vérifier les transactions on-chain, en fait, tu ne vois plus que écrit contrat. En fait, ça cache tout. Donc ça, c'est aussi le boulot de vérifier qu'est-ce qui a réellement été fait derrière le contrat, quoi. D'accord, avec effectivement les informations qui peuvent être publiques, celles qui ne le sont pas forcément, Ouais, en et général, tout est différentes blockchains. public. En général, tout est public, mais en fait, c'est assez vicieux parce que tu as des choses qui sont publiques et d'autres qui le sont moins, ou d'autres qui le sont moins pour un public non averti, tu vois. Comme je disais avec les contrats, bah, c'est public. Et bon, quelqu'un qui regarde une adresse, l'adresse a interagi avec un contrat, peut-être que la personne ne va pas faire attention. Nous, notre boulot, voilà, c'est de vérifier derrière qu'est-ce qui a été réellement fait derrière ce truc, quoi. D'accord, donc effectivement, ton client vient pour une mission en particulier qui peut être diverse et variée. Est-ce que tu acceptes tout type de mission? Est-ce que tu te renseignes déjà aussi sur ton client au préalable? Alors malheureusement, je refuse beaucoup, 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 beaucoup de missions parce que soit la demande n'est pas sérieuse, soit la demande ne relève pas de nous. C'est-à-dire que parfois on a des demandes. Par exemple, si tu dis que la demande n'est pas sérieuse, on va prendre chacun les uns après les autres. Quel est le cas d'exemple que la demande ne peut pas être sérieuse, ne peut pas être considérée comme sérieuse de ta part? Ça peut être par exemple des gens qui nous demandent de l'aide pour. Ah oui, j'ai vu le cas l'année dernière, personne qui demande à rester anonyme pour développer un projet crypto. Autant dire que ça pue, c'est-à-dire que là, on sait très bien que la personne derrière, si elle veut être anonyme pour monter un projet crypto, il y a quand même de grosses fortes chances que ça soit pour faire une arnaque. Donc ça, non, on ne fait plus. Enfin, on ne fait pas d'ailleurs. On n'a jamais fait, on ne fera pas. Et ça peut être aussi. Qu'est-ce qu'on aurait eu d'autre? C'est vrai que je regarde les DM parce que en DM Twitter, j'en ai souvent. Des choses comme ça, c'est-à-dire. Ah oui, bah oui. Si, les gens qui veulent savoir, qui veulent stalker leur copine. Alors ça, on en a beaucoup. Des gens qui veulent savoir un peu ce que fait leur copine, bah, sauf que ça, c'est illégal. Donc, ça peut pas être accepté. Et donc, ça, c'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire que c'est purement de l'espionnage de charlatan, quoi. Donc, ça, on peut pas accepter, quoi. D'accord, et justement, il y a une notion qui était extrêmement importante. On reviendra sur les différentes missions que tu peux recevoir et que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Quelle est la frontière justement entre le légal et le non légal là, sur déjà l'acceptation des missions? Comment est-ce que vous arrivez à définir ça? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui est clair et défini à l'heure actuelle, ou il y a encore une zone de flou dans laquelle des fois on se pose quelques questions? Et après, c'est plus de l'éthique qui va prendre le relais. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, déjà, il faut que l'information ait été postée par la personne. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vois, un compte Instagram, par exemple, qui va être public, la personne a le moyen de le mettre en privé. Donc, on considère que la personne a le choix de se cacher ou pas. Donc, si elle est publique, c'est de son ressort, en fait. Ça, ensuite, il y a le RGPD. Donc, ça, c'est peut-être pas rentrer dans les détails parce que je pense que tous les gens qui sont en cybersécurité voient très bien de quoi je parle. Et après, il y a un code éthique, c'est-à-dire que bah, c'est du bon sens. Tu vois, par exemple, comme je disais, avec les personnes qui veulent espionner leur petite copine, c'est bien mignon, mais le truc, c'est que c'est pas très éthique. C'est-à-dire que ça va plus être le boulot d'un détective qui, lui, dépend du ministère de l'Intérieur et qui a vraiment des codes éthiques beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stricts et qui savent vraiment traiter ce genre de mission. Parce que nous, voilà, moi je te dis, on fait principalement du commercial et toutes ces choses-là entre particuliers,
un détective sera beaucoup plus à même d'y répondre. D'accord. Et après, sur des missions où des fois vous posez la question, parce que peut-être que c'est des fois, toi, tu tranches, tu sais déjà en avance automatiquement si oui ou non vous allez accepter, mais il y a peut-être des fois où il y a peut-être réflexion en interne pour savoir si vous acceptez ou pas la mission. En général, c'est assez rapide, hein. C'est-à-dire que tu vois tout de suite en fonction de la personne en face de toi, soit d'abord par message, et après par appel, si c'est sérieux ou pas, hein. Franchement, ça se voit, ça se sent en fait. Tu vois l'intérêt directement de la personne et après tu en décides si tu acceptes ou pas, quoi. D'accord. Et après, au niveau de la durée de la mission, est-ce qu'il y a une durée fixe? Est-ce qu'il y a une durée moyenne? Comment ça se passe un petit peu tout ça? C'est très variable. En fait, tu as des missions, par exemple comme le fond dont je parlais tout à l'heure, qui vont être assez longues. Ça va durer plusieurs semaines parce que on vérifie que tout soit cohérent et sur la durée. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les arnaqueurs. C'est quand quelqu'un fait un mensonge en ligne, en général, c'est assez facile de mentir à un instant T. Par contre, de mentir sur une durée, c'est très compliqué. Parce que d'abord, il va falloir qu'il crée des adresses mail. Ensuite, il va falloir que le faux personnage qu'il a en tête soit cohérent de A à Z. Et ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que pour des choses comme ça, n'hésite pas à prendre plus de temps. Mais après, pour des missions plus simples, pour la recherche d'informations commerciales ou des choses comme ça, là, généralement, c'est plus rapide, hein. On est sur moins d'une semaine, c'est souvent quelques jours, quoi. Voire une après-midi si c'est pas très long, quoi. D'accord. Et du coup, vous êtes plusieurs à travailler sur les différents objectifs ou vous avez chacun des tâches un petit peu réparties? Comment ça se passe cette partie-là? Pour l'instant, enfin, l'analyse principale, c'est moi. Et après, je travaille avec d'autres prestataires qui, eux aussi, sont en libéral, qui aident sur. Ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être la cybersécurité. Donc, je travaille avec quelqu'un qui fait de la. Comment on appelle ça? Tout ce qui va être mission de cybersécurité, en gros. Par exemple, l'analyse de smart contract, c'est lui qui va la faire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tout ce qui va être, en fait, rentrer dans le cambouis, entre guillemets, de la cybersécurité des smart contracts dans le code, en fait, c'est-à-dire dans le code pur, c'est lui qui va s'en occuper. Après, on a aussi un juriste qui sert de consultant pour justement certaines missions et faire tout ce qui va être administratif. Et après, on a une équipe marketing. D'accord. Ok. Donc effectivement, chacun a plus ou moins sa tâche définie. Donc en gros, il n'y a pas de journée type parce que c'est une question que j'avais préparée pour à la plupart des personnes qui sont un petit peu salariées. Mais vu comme tu me dis que tes missions sont diverses et variées, au niveau du déroulement en général, comment ça se passe une mission? D'abord, vous avez un premier contact avec le client sur lequel vous échangez et sur lequel vous acceptez ou non la mission. Et après, vous faites quoi? Vous signez un accord de confidentialité pour dire quelles sont les Ouais, c'est informations ça. qui peuvent être diffusées ou non. C'est ça, en fait. Comment ça s'articule tout ça? En fait, d'abord l'appel, donc tu as un appel pour discuter avec le client, savoir est-ce que, enfin, comprendre en fait ses besoins. Ensuite, on contracte tout ça, c'est-à-dire, donc tu as contrat et plusieurs clauses de confidentialité. Parce que moi, je suis pseudonyme en ligne, mais je tiens à pas être pseudonyme avec mes clients, parce que je trouve que c'est la moindre des choses, d'être clair avec ses clients. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs contrats de confidentialité, contrat de confidentialité de mission, contrat de confidentialité en rapport avec Tom Megati. Et après, la mission peut commencer une fois que le client a signé. Donc là, on fait nos recherches. Ça peut durer entre quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend. Et après, il y a un rapport, donc un rapport écrit avec tout ce qu'on a vu. Donc ça va être des captures d'écran, ça va être au début, c'est principalement des captures d'écran de tout ce qu'on a vu, sourcées, donc, tout le temps avec les liens, les trucs, les machins, pour que si la personne a un doute, on puisse lui montrer comment on a trouvé cette information-là. Et après, à la fin du contrat, il y a le rapport écrit avec, enfin, à la fin du rapport, pardon, il y a la conclusion écrite avec un peu tout ce qu'on a constaté, tout ce qu'on a analysé en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu as que des faits, des photos, des choses très factuelles, très rationnelles, et à la fin, tu as l'analyse. En fait, ça peut être une analyse psychologique quand c'est un arnaqueur, comprendre un peu comment il est, quelles sont ses habitudes en ligne. Ça peut être toutes ces choses-là. Et après, bah voilà, on rend ça au client et on accompagne le client dans la lecture de ça si vraiment il a besoin de mieux comprendre d'autres choses, quoi. D'accord. Et après, ce dossier il peut être monté effectivement pour une plainte au tribunal et autres derrière. C'est ça, C'est une c'est ça, preuve supplémentaire qui peut être prise en compte. D'accord. c'est ça. Après, c'est encore,
en fait, les détectives privés, parce que je distingue bien les deux choses, parce que c'est parfois une confusion qui peut être faite. Un détective privé, il va principalement travailler dans tout ce qui va être réel, le monde réel. Donc, il va travailler avec des appareils photo, des gadgets, des choses comme ça. Il va faire de la filature et toutes ces choses-là. Nous, en tant qu'analyste au SINT, on ne peut pas le faire, parce que ça, c'est en fait les détectives privés dépendent du CNAPS, en fait, qui est l'organisme national de la protection, je sais plus, de la protection et de la sécurité, je crois. Il me semble que c'est ça. Et en fait, eux, ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Et eux, en fait, ça fait que quelques années que leurs enquêtes sont valables comment on appelle ça? En justice. Au niveau pénal, Nous, d'accord. ouais, exactement, au niveau pénal. Nous, c'est encore pris à la légère, quoi. C'est-à-dire que les policiers sont là en mode, oui, bon, d'accord, ok, mais c'est pas encore suffisamment pour moi pris au sérieux, quoi. Après, je pense que ça va venir, hein, mais ça arrive. D'accord, oui, donc effectivement, il y a encore une marge d'évolution. Pour Ouais. revenir un peu sur du concret, tout à l'heure, tu nous parlais d'outils. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu vas utiliser le plus en général, sans parler forcément de ceux que tu as développés maison, parce que ça reste du savoir, on va dire, que tu as créé, mais plutôt des outils, on va dire, un peu publics, mainstream, qui seraient accessibles à tout le monde, ou du moins pour des personnes qui aimeraient se lancer dedans. Oui, alors, un ordinateur, ça me paraît être l'essentiel. Moi, je travaille avec un ordinateur et un serveur de machine virtuelle. Donc, en fait, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est VMware ou Proxmox qui permettent en fait de gérer des machines virtuelles pour tout. C'est-à-dire que on fait en sorte de containeriser au maximum l'information parce qu'on traite de l'information qui est assez confidentielle, enfin en tout cas qui ne mérite pas d'être partagée sur la place publique. Donc on fait ça pour tout protéger. Et aussi parce que parfois on est amené à extraire des informations ou parfois consulter des comptes Instagram et ça laisse des cookies par exemple, tu vois. Donc on peut pas tout faire sur un même ordinateur pour des questions de sécurité, quoi. Et puis même, ça peut nous arriver qu'en ayant des comptes Instagram, donc c'est pas des faux comptes, hein, c'est des comptes banals, je sais pas comment, comment on dit, Ouais. de recevoir des messages privés. Ça m'est déjà arrivé, donc des messages de phishing. Donc tu es sur ton compte Instagram qui te permet de consulter d'autres comptes Instagram et tu reçois un DM qui ressemble à du phishing, mais tu ne sais pas si le phishing derrière, est-ce que c'est parce que toi tu t'es fait gauler ou est-ce que c'est un mec qui spam. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours containeriser tout ce qu'on fait. Donc à chaque mission, on containerise. Donc ça, c'est pour les ordinateurs. Et après, pour les outils, c'est Maltego, qui est assez connu. En fait, ça permet de rassembler les informations. C'est-à-dire que bah, quand tu as un compte Instagram à mettre, tu vas avoir une adresse Ethereum, une adresse Bitcoin et tout. Si tu mets tout sur un papier, c'est vite le bazar. Parce que tu ne sais pas comment articuler ces informations et tu ne sais pas où tu as trouvé en fait. Donc en fait, Maltego, c'est un outil qui est très très utilisé en OSINT pour justement en fait, rassembler toutes ces informations et établir des liens logiques en fait, entre elles. Donc ça, c'est les principaux outils que j'utilise. Et après, d'autres outils, bah, comme je disais, qu'on a développés qui permettent justement de travailler on-chain. D'accord, oui, effectivement, Maltego est plus pour la visualisation, pour mettre sur table toutes les informations qui ont pu être récoltées. Et Ouais. après, au niveau des comptes que vous pouvez créer sur les réseaux sociaux, comment dire, vous avez des comptes qui sont, comme tu les appelais, génériques. Mais du coup, est-ce qu'on ne se retrouve pas des fois à la limite justement d'une usurpation d'identité, si je peux dire ça comme ça, hein. Parce que du coup, on va avoir besoin peut-être de se faire passer pour un autre profil pour approcher plus facilement la personne qu'on étudie. Ouais. Encore une fois, ça, c'est vraiment pas clair dans tout ce qui est juridique. C'est un flou total. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on a choisi de faire, enfin, c'est moi qui ai pris la décision, c'est de ne pas adapter le compte à la personne qu'on suit. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que tu sois intéressé par, allez, disons, un arnaqueur, voilà. Il vit, je sais pas moi, dans la Creuse, par exemple, voilà, et il est agriculteur. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, je m'excuse pour tous les Hmm. agriculteurs ou les gens qui le prendraient trop mal, mais peu importe. Euh, on ne va pas adapter notre profil à cette personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un profil d'agricultrice, par exemple. On va faire des profils très génériques, très simples, et qui ne pourraient pas influencer le choix que la cible va avoir sur notre compte Instagram. Tu vois? C'est-à-dire que c'est, c'est la personne qui va aller, enfin notre cible va aller vers notre compte Instagram comme si elle allait vers n'importe quel autre compte. En fait, on ne veut pas influencer son choix. D'accord, oui, je pense qu'effectivement, il y a une notion de libre arbitre qui est hyper importante
pour que ça soit vraiment recevable sur le long terme. Et du coup, si on parle vraiment du métier en lui-même, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est vrai que c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question. Je dirais que c'est principalement la relation avec les gens, euh, nos clients en fait. C'est-à-dire que c'est une relation qui est très riche parce que on apporte aussi beaucoup aux gens et eux nous en apportent aussi beaucoup. C'est très, très riche, très enrichissant. Ça, c'est pour les relations. Et puis après, c'est aussi pour la culture. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est culture générale et tout, donc c'est très intéressant parce que tous les jours, moi, j'apprends des choses. Ça va être des choses sur la blockchain, donc des nouvelles technologies, des choses comme ça. Ça peut être des choses, je sais pas, sur des choses, sur plein de trucs en fait. C'est très 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 varié et c'est très enrichissant personnellement. Et tu as l'impression que c'est un métier qui est plutôt technique, plutôt organisationnel, qui est plutôt sur le relationnel. Si vraiment tu devais le qualifier, comment tu qualifierais ton métier? Je dirais que je pense que ça rejoint aussi une question qu'on me pose souvent, c'est les qualités qu'il faut pour être un analyste aussi. Je pense qu'en répondant comme ça sera peut-être plus simple pour comprendre. Moi, je dirais que c'est surtout beaucoup de curiosité. C'est-à-dire que les compétences d'Ocine pure, c'est aller 20-30% du boulot. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, je donne des outils à un débutant, je lui dis débrouille-toi, je reviens 1 heure après, il n'a rien trouvé, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de curiosité et de, comment dire, de logique aussi forcément, et de méthode. Euh, C'est-à-dire que quand tu combines la méthode avec une méthode qui est stricte, qui est toujours pratiquement, c'est toujours la même méthode hein, qu'on utilise, euh, et avec la curiosité qui te pousse à aller encore plus loin que ce que ton outil t'a donné. Moi, par exemple, j'ai utilisé un outil pour savoir quel compte est rattaché à une adresse mail. Donc voilà, j'utilise l'outil et il me donne tous les comptes. Donc ça peut être les comptes Binance, ça peut être des comptes YouTube, ça peut être des comptes Strava, ça peut être n'importe quoi. Euh, la curiosité est importante pour aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, d'accord, il y a le compte, mais pourquoi en fait? Pourquoi il fait sa randonnée tous les samedis matins, quoi? Bah, si tu n'es pas curieux, tu vas pas pousser plus loin et finalement ton analyse factuelle va être intéressante, mais ton analyse en profondeur avec tous les liens logiques que tu peux faire, ne sera pas très profond et ne sera pas très intéressante, quoi. Et il y a un élément que tu as dit qui est extrêmement important, parce que je m'en suis aperçu, moi, en travaillant pendant des années dans la cybersécurité, c'est l'aspect méthodologie. Tu as dit, effectivement, on peut donner n'importe quels outils à des débutants. Ils vont rester bloqués, en fait, devant, pas de ne pas savoir l'utiliser parce qu'ils peuvent les savoir l'utiliser, mais ils ne comprendront pas, en fait, les résultats et ils ne feront pas le lien logique qu'il peut y avoir et aller creuser dans les bonnes directions. Et effectivement, avoir la même méthodologie qui est surtout reproductible, qu'on puisse le donner à deux analystes différents qui arrivent au même résultat, c'est extrêmement important. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de débutants qui l'omettent. Et je fais encore une fois un rappel, hein, mais c'est formez-vous correctement pour avoir les méthodologies, pour être efficace en fait dans ce que vous allez faire derrière. Sinon, vous allez perdre du temps pour rien en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je fais souvent de la Si on veille, en revient fait, sur... Ouais. je fais souvent de la veille, en fait, sur les formations OSINT qui sont proposées. Et à chaque fois, je tombe des nues en regardant les formations, comment elles sont faites. Et chaque fois, c'est la même chose. Donc, je dis pas qu'elles sont toutes nulles, hein. Il y en a certaines qui sont bien. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme une liste de courses, en fait. C'est une liste de courses d'outils. Premier chapitre, bah, machin, tel outil marche comme ça. Deuxième chapitre, bah, tel outil marche comme ça. Et puis, c'est ça toute la formation, en fait. Et c'est débile parce que c'est des outils, oui, d'accord, mais la méthode, elle est où? Comment on rédige des rapports? Comment on structure les informations? Quelles sont les informations qui se revendent le plus sur le dark web? Parce que généralement, c'est les informations les plus intéressantes. Et ça, c'est des informations, c'est des méthodes qui sont importantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi et justement, c'est pour ça que moi, la formation qui est à disposition, que je vous mets à disposition en tout cas, elle est vraiment orientée sur ça parce que c'était sur la partie, on va dire, technique, mais on peut aborder tout un tas d'aspects techniques avec les différents outils, mais ce n'est pas ce qui apporte vraiment de la valeur dans une entreprise. Vraiment, ce qui apporte de la valeur, c'est la méthodologie, comprendre comment faire un rapport, comment on lit un rapport, comment on construit une analyse. C'est extrêmement plus important que d'apporter juste dire, bah voilà, on va prendre Maltego, là, si on prend le cas de l'OSINT, et on va cliquer ici pour arriver à avoir cette visualisation-là. C'est pas du tout l'idée parce que ça s'apprend assez facilement et c'est pas ça qui a de la valeur ajoutée en fait sur le temps. Ouais, Si c'est on ça. parle de ton métier, est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent dans ton métier? Parce qu'il y a des choses
souvent qui déplaisent. Il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui déplaisent. Qu'est-ce qui te déplaît toi, dans ton métier, par exemple? C'est... Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui me déplaît. Après, il y a des choses à améliorer, mais qui, je pense, se feront avec le temps. C'est un peu la vision. En fait, si, par exemple, moi, si j'ai fait le choix, tu vois, d'être pseudonyme sur Internet, c'est parce qu'en fait, je me bats aussi un petit peu contre tout ce qui est préjugé et tout ce qui va être ce que les gens pensent en fait de ce milieu, c'est-à-dire, voilà, c'est James Bond, c'est tous ces trucs-là, en fait, c'est OSS 117, tu vois, c'est des gros clichés, tu vois. Et, et en fait, à la base, moi, j'avais pas prévu d'être pseudonyme quand j'avais imaginé faire vulgarisateur. Mais en fait, lors d'une soirée, on m'avait posé ça, j'avais expliqué ce que je faisais un petit peu. Direct, c'est toutes les questions et tout. Et en fait, tu sens que les gens t'apprécient parce que tu fais ce métier et pas pour ce que tu es, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix, en fait, des pseudonymes, parce que finalement, en fait, les gens s'intéressent à toute cette sphère un peu vicieuse, un petit peu mystérieuse de l'OSINT, du renseignement, sans forcément s'intéresser, en fait, à la personne derrière et qu'est-ce qu'elle fait vraiment, en fait, dans son métier, quoi. Je pense que ça, c'est une des seules Ouais, je pense. choses qui me plaît pas trop, quoi. D'accord, ok, ouais, effectivement, c'est une vision de choses qui est intéressante. Et justement, c'est quoi les clichés, on va dire, que tu as l'habitude d'entendre? Si tu prends 5 clichés vraiment que tu peux plus entendre à force que les gens viennent te voir juste pour ça, en fait. Bah, le premier, c'est à chaque fois la tromperie, quoi. C'était le MP de la tromperie, j'en reçois, mais sur mes DM Twitter, c'est que ça, quoi. Ouais, j'ai des doutes que ma copine me trompe, machin, tu vois. Moi, je lui dis, bah oui, d'accord, mais tu vois, tu vas là déjà, tu discutes avec elle. Je pense que c'est quand même, à mon avis, ce qui manque. Et après, voilà, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, vous êtes deux adultes, je pense pas que vous ayez besoin d'une personne tierce pour faire ça, quoi. Et en plus de ça, moi, je pourrais pas aider. Donc ça, c'est pas vraiment un cliché, mais ça fait partie des trucs, parce que les gens viennent vers moi parce qu'ils se disent, ah, machin, ce mec est un dieu grec, il va m'aider à faire ça, quoi. Donc, alors, pas du tout, tu vois. Et en plus de ça, moi, je suis spécialisé en tout ce qui est commercial blockchain, donc je suis encore loin du compte, quoi. Donc ça, c'est le premier cliché. Et puis, le deuxième, je dirais que c'est tout ce qui va être outils. Tu vois, les gens, ils imaginent trop que, tu vois, tu sors un PC, il y a les lignes d'écran vertes, tu sais, comme dans Matrix, des trucs comme ça, tu vois, Ouais. avec les lignes vertes, machin, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est 9h, on fait notre petit café, 9h30, on se met à bosser, et puis 10h, on fait une petite pause, quoi. Donc, on est loin du compte, tu vois, avec la capuche, tous ces trucs-là. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Donc, ouais, ça fait partie des gros clichés, mais je pense que ces clichés, en fait, ont beaucoup de points communs. Enfin, je pense qu'il y a des clichés communs entre le hacker éthique, donc, que toi, que tu as dû voir, et l'analyste en renseignement open source, quoi. C'est-à-dire que la capuche, tous ces trucs-là, la ligne verte, je pense que c'est des trucs qui sont un peu dans tout ce qui est informatique, quoi. Ah bah oui, non mais effectivement, moi c'est des clichés que j'entends, que j'ai entendu très régulièrement et que j'entends toujours, hein. Parce qu'en plus j'étais sur la partie intrusion, donc c'était vraiment mon domaine d'expertise. Entre est-ce que tu peux pirater le Facebook, est-ce que tu peux pirater Gmail, est-ce que tu peux pirater le compte de mon Ah, ouais, copain, de ma conjointe. Effectivement, la capuche dans les locaux, j'ai jamais trop compris à quoi ça pouvait servir, parce qu'il fait quand même assez chaud en général à côté des ouais, ordinateurs. c'est ça. Et quand les clients venaient nous voir dans nos bureaux, ils étaient quand même assez surpris de nous retrouver plus souvent avec des tongs et des shorts qu'avec Ouais. des capuches et des sweats. Mais bon. Mais effectivement, voilà, c'est des clichés qui sont très liés à la cybersécurité sur lequel on se bat. Mais effectivement, comme tu disais, je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est aussi faire la distinction entre ton métier d'OSINT sur la partie renseignement commercial et la partie blockchain et la partie détective privé, parce que je pense que même au sein de la cyber, très peu font la nuance entre les deux, alors qu'effectivement, il y a ces deux aspects qui sont complètement différents et qui dépendent surtout de juridictions qui sont différentes et du coup qui ont une marge de manœuvre qui est différente aussi. Ouais, c'est ça, mais après, moi j'espère, et vraiment j'encourage à ce que notre métier d'analyste en renseignement open source soit encadré, parce que finalement quand tu avances au flou, tu sais, c'est comme quand tu marches sur une boîte d'œufs, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas le nombre d'œufs qu'il y a dedans, et à tous les coups tu fais une bêtise, quoi. Donc quand c'est encadré et que tu sais bien ce qu'il y a dans la boîte d'œufs, tu fais gaffe, quoi. Comme pour les détectives privés qui eux sont parfaitement bien encadrés et qui ont un code de déontologie et des codes éthiques qui sont parfaitement fixés. Et je pense que c'est plus agréable, tu vois, d'évoluer dans un milieu où tu sais exactement
comment agir, etc., quoi. Mais ça viendra, je Et pense. ça, c'est un manque de cadre européen ou peut-être français, ou c'est déjà été, ou c'est un manque de cadre global dans le monde entier, ou est-ce que ça a déjà été clarifié dans d'autres pays, par exemple? Bah, aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser. Je pense que c'est clair. Ils ont pratiquement rien. Nous, en Europe, on a quelques trucs, mais en fait, c'est pas clair, quoi. T'as de la jurisprudence, mais t'as pas de. Enfin, faudra un truc clair, quoi, qui dit parfaitement ce qu'on peut faire et qu'on peut pas faire. Quand tu vois comment le RGPD est récent, tu sais que bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est-à-dire que RGPD 2017, 2023, peut-être que dans 3-4 ans, on aura le droit à un code clair de ce qu'on peut faire, quoi. Il faudrait déjà qu'il soit appliqué correctement. Ça, c'est Exactement. une Et très grande qui, chose, parce que c'est bien d'avoir les textes. Après, il y a l'application derrière qui est aussi et, et, il y a un et gros qui delta soit, entre les deux. Ouais. et qui soit appliqué par ceux qui l'émettent. Voilà, je dis ça et j'en dirai pas plus parce que je pense que C'est encore une autre chose. Exactement, voilà. c'est un autre sujet. C'est ça, ouais. Voilà. Salut la CNIL. Euh, ouais, voilà, exactement. C'est la CNIL au passage. On va repartir sur des questions un peu plus traditionnelles. Est-ce que tu es plutôt nomade ou tu es plutôt sédentaire dans ton métier? Est-ce que tu as tendance à aller bouger? Alors, pas forcément sur le terrain, mais est-ce que tu as plutôt tendance à être déplacé chez les clients pour faire des analyses ou rester Non. au bureau et tout faire à distance Nous, on fait tout à distance. On fait tout à distance. Des clients, j'en ai déjà vu plusieurs fois parce qu'ils habitaient proches. Quand c'est possible de voir les clients, c'est-à-dire qu'ils habitent dans une ville qui est proche de nos bureaux, on le fait. Après, quand c'est pas possible, c'est pas grave, on se contente d'une visio et ça marche très bien aussi, quoi. Et justement, le niveau de tes clients, il est plutôt technique? Pas du tout. C'est plutôt des financiers, c'est plutôt des directeurs. En général, c'est qui l'interlocuteur que tu as en face de toi? C'est très souvent, donc ça peut être des entrepreneurs en général, des DG, donc directeur général, et sinon je saurais pas comment les définir, mais des membres de projets crypto. Donc c'est des directeurs, mais pas vraiment encadrés, parce que crypto, ça peut aussi, comment expliquer? Vu que des entreprises dépendent du système euro, donc je veux dire, si aujourd'hui tu veux ouvrir Hmm. une entreprise, le dépôt en capital que tu devras faire, c'est de l'euro. Eux, c'est des Ouais. DAO. Donc, en gros, c'est des- Des organisations décentralisées Ouais, qui voilà. C'est-à-dire permettent avec des que fonds bloqués sur la crypto. Ouais. c'est ça. Donc, en fait, t'as pas vraiment de chef, mais tu as un mec qui va être chargé, voilà, de missionner, quoi. Donc, oui, ça peut être ça aussi. Mais vraiment, dans la majorité des cas, c'est des entrepreneurs ou des directeurs. D'accord. Euh, tac, tac, tac. Et est-ce que tu as une marge d'innovation dans ton métier? Alors, tu disais que tu crées effectivement des nouveaux logiciels, mais ça représente quel pourcentage de ton métier, la partie innovation? Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire que dès que moi j'ai un papier toujours à côté de mon bureau, dès que je sens qu'un truc peut être automatisé rapidement et à faible coût, je le note, tu vois. Parce que en fait, c'est sous ces petits trucs-là. Et en fait, un bot, ça va être des bots, hein. Un bot, il t'automatise quelque chose. Mais surtout, en plus d'automatiser, il te permet de faire plusieurs calculs en même temps, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je dois aller vérifier une adresse, puis une deuxième, puis un truc, c'est une séquence. C'est-à-dire que bah, je vérifie A, puis B, puis C, puis D, puis. Tu vois, c'est long. Lui, il peut tout faire en même temps. Donc, en plus d'automatiser, il met moins de temps. Donc, c'est toujours plus intéressant parce que, tu vois, tous les trucs qu'on automatise, bah, c'est du temps en moins pour nos clients. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est un prix plus faible pour nos clients. Donc, c'est plus pratique aussi. Donc l'innovation, ouais, c'est hyper important. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un des maîtres mots en fait, de notre agence, c'est toujours d'innover, de trouver des nouvelles solutions et, et de toujours trouver en fait, la pointe dans ça, quoi. Tu parlais de robots, et effectivement, c'est un élément qui est important. Est-ce qu'il y a des langages de développement, par exemple, que tu as favorisé pour la création peut-être de scripts, de certains outils? Bah, Python, clairement, il n'y a pas de doute, hein, Python, c'est ce qui est utilisé quasiment par tous les Center parce que c'est le plus versatile, enfin le plus polyvalent. C'est plus polyvalent, c'est aussi un langage qui maîtrise, enfin qui manipule très bien les bases de données, enfin les fichiers CSV, les trucs Excel, tu vois. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que des fois, moi ça m'arrive même souvent d'utiliser Excel parce que tu as des fonctions directement intégrées et ça te permet parfois de faire des trucs, par exemple faire des graphiques.
de faire des graphiques en Python, bah, ça marche, tu vois, mais c'est pas pratique. Alors que dans ton script Python, au lieu de demander de générer un graphique, tu lui demandes de te générer un CSV et ce CSV, tu l'importes dans Excel. Bah, au lieu de passer une petite demi-heure, 1 heure à générer un graphique, en générant ton CSV en 5 minutes, 10 minutes, c'est bon, tu as fait ton graphique sur Excel, quoi. Donc c'est plus rapide, plus efficace et ça évite les erreurs en fait. Ok, ouais, effectivement, c'est assez intéressant. Et du coup, il y a des prérequis pour faire ce métier, parce que tu me parlais effectivement du développement en Python, des connaissances de certains outils d'OSINT, de la curiosité. Est-ce que tu identifies, toi, des prérequis avant de te dire, bah, ça y est, je peux me lancer pour faire l'OSINT en tant que professionnel? Ouais. Pour le code, parce qu'on en parlait tout de suite, moi je fais du dev, mais vraiment niveau pas bon, quoi. C'est-à-dire que je sais faire un algorithme, oui c'est ça, pour montrer un Un peu ce que je algorithme, veux ok. faire dans. Ouais, c'est ça le terme, je me trompe. Et montrer un peu ce que je veux faire dans mon code. Et après, c'est délégué à mon dev qui va faire le script, quoi. Mais non, non, le code, c'est pas du tout quelque chose d'important et d'un prérequis. Par contre, dans les prérequis, vraiment, c'est la curiosité. Ça, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants. La méthode, enfin, en tout cas, la rigueur, plutôt, je pense que c'est le meilleur terme, de dire, bon, bah voilà, c'est important de toujours suivre le même process pour éviter d'oublier des choses, en fait. Et enfin, le troisième, je pense que c'est l'impartialité, parce que bah, je pense qu'on a tous des convictions politiques, des choses comme ça, mais tu peux pas faire une analyse et te dire, bon, bah voilà, je prends pas cette information parce qu'elle m'intéresse pas, quoi. Ça, ce serait une erreur professionnelle grave de pas prendre une information parce qu'elle t'intéresse pas en tant que personne, tu vois. Mais pour la société, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que quand tu analyses, tu es un peu deux personnes dans ta tête. C'est-à-dire que tu as toi qui fais le travail et l'entreprise qui récolte les données, en fait. Enfin, nous, enfin, Mitame, du coup, mon agence, qui fait le travail, en fait. C'est-à-dire, donc tu peux pas dire, ah bah tiens, telle information, elle est pas intéressante parce que elle m'intéresse pas, quoi. Un peu. Enfin, Et du coup, justement, est-ce qu'il y a... Ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire, parce que nous, ça nous arrive effectivement des fois sur certaines intrusions où tu te poses des questions quand tu tombes sur certaines choses. Et justement, est-ce que il y a des missions que tu as refusées parce que tu n'étais pas en accord avec les principes, sans parler de tout ce qui est espionnage de conjoint, conjointe, ce genre de choses, mais parce que toi, tes valeurs personnelles n'étaient pas en accord avec la mission que le client souhaitait. j'ai Et tu jamais eu le savais cas. que tu allais potentiellement fausser les résultats et que tu pourrais pas être le plus objectif possible. Ah, personnellement, j'ai jamais eu le cas, donc je pourrais pas te répondre. Après, je sais que si ça arrive, j'accepterai quand même la mission. C'est-à-dire que je peux pas refuser une mission parce que ça me convient, enfin ça me convient pas, quoi. C'est-à-dire que c'est le client fait appel à Mitame Agency et pas à la personne, enfin à moi du coup. C'est important en fait de faire la grosse distinction, de ne pas mélanger les deux et de dire bon bah voilà, là je travaille pour Mitame et je travaille pas pour moi, quoi. D'accord. Et justement, je pense que cette activité, elle s'est créée sur le temps, peut-être pas du jour au lendemain. Et est-ce que c'est un temps plein ou tu as fait ça en parallèle d'un autre travail pendant un certain temps? Comment ça s'est passé cette évolution? Bah, pour l'instant, je suis pas en temps plein. C'est-à-dire que je fais pas un 35 heures chronométré, tout truc comme ça, tu vois. Mais non, c'est-à-dire que dès qu'il y a du taf, je le prends. Et tout est bon à prendre. Après, là, j'en suis pas encore au stade de dire, bon, bah voilà, peut-être recruter un autre analyste. Parce que pour l'instant, il y a matière à faire pour moi tout seul. Peut-être qu'après, après, on verra. Mais oui, oui, c'est pas, ça se fait, quoi. C'est-à-dire que je saurais pas comment répondre mieux à la question. C'est, Ouais, ouais, non, non, mais c'est juste pour savoir un petit peu, pour avoir un ordre d'idée. Par exemple, si on prend une semaine typique, combien de temps tu vas allouer, par exemple, à la prospection? Combien de temps tu vas allouer à la partie commerce? Combien de temps tu vas allouer à la partie facturation? Parce qu'en fait, je me suis aperçu de quelque chose aussi, c'est que beaucoup sous-estiment le fait d'être à son propre compte, d'avoir sa propre agence, et ils voient que l'aspect métier, mais ils voient pas forcément toutes les tâches qui sont annexes, qui sont indispensables en fait au bon fonctionnement de la structure. Et du coup, quel est le temps réellement que tu peux attribuer à ton métier et quel est le temps que tu attribues aux autres tâches?
par exemple, à faire de la facture, à faire, voilà, comme je disais, de la prospection ou autre? En fait, moi, j'ai la chance, c'est que je poste que pour ce que j'aime. C'est-à-dire que je fais que de l'OSINT. C'est-à-dire que tout le reste, sauf quand c'est des tâches administratives, juridiques, où je dois, comment dire, gérer ça comme personne propre, tout le reste, donc tout ce qui est prospection, tout ce qui va être, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, administratif, tous ces trucs-là, en fait, réseaux sociaux, tout ça, c'est délégué. Et donc, du coup, j'ai pas à m'en occuper, quoi. Donc, c'est un peu une chance que j'ai. Et si c'est possible pour d'autres personnes qui veulent se mettre à leur compte, je pense que c'est quelque chose à considérer aussi. C'est-à-dire, ouais, voilà, est-ce que ce serait pas aussi une bonne idée de se dire, bon, voilà, ça, je vais peut-être déléguer parce que, je sais pas, gérer de la paperasse, ou des trucs comme ça, bah, c'est pas mon fort, quoi. Moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est mon fort? Bah, mon fort, c'est faire l'analyse de synth. Le reste, bah, je sais pas trop faire, ou j'ai pas toujours le temps, ou je le ferai pas forcément bien, donc je délègue. Et après, ça a peut-être un coût financier aussi, parce qu'au début, quand tu as commencé, tu as pu tout de suite déléguer ou tu as eu une certaine Non, non, phase où tu as dû faire l'ensemble? non, c'est assez récent que je délègue, mais c'est un coût financier, ouais, c'est vrai. Après, en fait, l'avantage de ça, c'est que vu que les personnes, enfin, du coup, moi, les personnes qui gèrent le marketing, vu qu'ils n'ont pas les pieds dans, comment dire, dans tout ce qui va être analyse, dans les missions et tout, ils ont un regard beaucoup plus neuf, beaucoup plus extérieur à la chose. Et donc, du coup, pour proposer des pistes d'amélioration pour l'agence, c'est beaucoup mieux, en fait. Parce qu'ils savent très bien comment ça tourne, parce que eux, ils vont juste regarder le nombre de clients qu'il y a et combien je génère, quoi. Donc, tout ce qui va être problème relatif aux missions, eux, ils en savent rien, tu vois. C'est-à-dire que eux, ils ne savent pas ce que je fais dans mes missions, tu vois. En termes de confidentialité, il n'y a que moi qui sais ce que le client demande, quoi. D'accord, effectivement, il y a bien une séparation entre les différentes entités pour effectivement couvrir la partie confidentialité. Ouais. Normalement, j'ai une question sur la partie échelle de salaire et autres dans le métier. Est-ce que, sachant que toi, tu es à ton propre compte, c'est quand même différent, est-ce que tu as une idée des salaires qui se pratiquent pour les personnes qui voudraient faire un métier similaire en tant que salarié, que ce soit débutant ou confirmé? En fait, S'il y a c'est s'il y hyper. a des possibilités de… Ouais. Alors, en fait, je pourrais même pas te répondre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Donc déjà, il y a plusieurs termes. Là, je vais donner tous les termes. Déjà, il y a analyste au synth. Donc, analyste au synth, en général, si vous voyez ça, c'était mon cas par exemple, c'est des gens qui sont à un bureau et qui font des analyses enfin, à l'appel, quoi. C'est-à-dire que c'est que du boulot d'analyste de faire ça. Après, il va y avoir ça aussi, on en voit de plus en plus, c'est analyse de sûreté. Ça, s'il y en a dans les grands groupes, ça, c'est des personnes qui vont en fait faire des analyses de sûreté, c'est-à-dire en gros comprendre les enjeux stratégiques de sa boîte par rapport aux autres boîtes. Ça, c'est bien payé, voire des fois un peu plus. Et surtout, analyse de sûreté, je le sais parce qu'on me l'a expliqué, ça peut arriver que vous ayez des analyses de sûreté qui soient en déplacement. Je pense que si vous voyez que je parle de renseignements et de personnes en déplacement, à mon avis, ils vont pas là-bas pour boire du cocktail, quoi. Donc, c'est des gens aussi qui sont formés à savoir bien parler, quoi. Je pense qu'il y en a dans tous les groupes. C'est des gens, voilà, qui vont aller discuter. Et puis, quand il y a plusieurs coupes de champagne dans le nez, généralement, les langues se libèrent et il y a des choses qui se disent. Donc ça, c'est le métier d'analyse de sûreté. Alors, je précise bien que c'est pas le cas partout, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va lire les commentaires et qui va dire, eh, machin, moi je suis analyste de sûreté, c'est pas comme ça. Oui, d'accord. Mais c'est le cas, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que ça se fait? Oui. Et ça se fera toujours. Donc ça, c'est pour tout ce qui est analyse de sûreté. Et après, plus généralement, il y a plusieurs qu'on appelle ça, autres secteurs qui va être business intelligence, où là, ça va être tout ce qui est analyse financière pure. Après, il y en a qui vont être experts en due diligence. Donc ça, c'est pour sécuriser les transactions. Mais en fait, globalement, c'est très, très varié. Et les salaires sont hyper hétérogènes parce que ça dépend de la niche. Si tu es dans une boîte financière, tu vas forcément toucher plus que quelqu'un qui est dans une autre boîte. Enfin, c'est impossible pour moi de donner un salaire précis. Mais je pense que Non, 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 mais les- une fourchette, par exemple, pour les analystes OSINT, parce que c'est quand même un peu plus ton domaine, bah, approximativement, en salaire brut annuel. annuel, je sais pas. Après, moi, de ce qu'on m'a dit en net mensuel, ça commence à 2000, 2002, vraiment pour les petites boîtes, pour les petits trucs. Et après, ça peut aller.
beaucoup, beaucoup plus, quoi. Je sais que 15 000 balles se fait, quoi. Donc, 15 000 balles en salaire net, ça reste correct, quoi. Je pense c'est plutôt bien, quoi. Et tu dis, il y a des entreprises particulières qui vont recruter pour ce type de métier. Si on parle vraiment uniquement de l'analyste OSINT, est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, en particulier, par exemple la finance, je sais pas, la santé, peut-être le domaine, tout ce qui est avec des brevets industriels ou autres? Ouais, en fait, depuis un an ou deux, tu as, que j'ai vu, hein, tu as Airbus, il y avait aussi Total, Orange et Thales, mais ils l'ont depuis longtemps, sont en train de créer enfin, ont créé des services de renseignement open source. Donc officiellement, en fait, ça s'appelle des services de sûreté ou des services stratégiques ou des trucs comme ça. En fait, ils préfèrent ne jamais mettre le vrai nom dessus. Parce que enfin, c'est du bon sens, hein. Ils ne vont pas mettre service de renseignement et des relations internationales, quoi. Ça serait pas très malin. Donc ils mettent des mots comme ça, mais ouais, je sais que des annonces LinkedIn que j'ai vu passer, ouais, il y a ces boîtes-là qui ont créé en fait leur pôle de surveillance stratégique, quoi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un peu, toi avec la cybersécurité, tu vas très bien voir ce que je fais. Quand dans les années 2010, les gens disaient, ouais, machin, moi je protège ma boîte, je suis hacker éthique. Les gens se disaient, ouais, mais c'est pas normal, machin, pourquoi vous protéger, tout fermer, machin, machin. Et en fait, c'est juste du bon sens parce que c'est un peu le jeu du chat et la souris, quoi. C'est-à-dire que si la souris connaît le terrain avant le chat, elle aura toujours un coup d'avance, quoi. C'est pareil en analyse stratégique. Si le concurrent, bah, il en sait plus que vous n'en savez sur lui, bah, c'est foutu. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleurs salariés, les meilleurs trucs, les machins. Si le mec sait que tu vas faire tel achat, une telle dépense, bah, il va pas hésiter à aller faire une campagne de pub à 1 million derrière, quoi. Parce qu'il sait que toi, tu as une dépense ce mois-ci assez onéreuse qui fait que tu vas pas pouvoir contrecarrer sa campagne marketing, quoi. Oui, effectivement, c'est des atouts stratégiques et après, ça dépend de comment on les utilise, hein. C'est toujours C'est ça, exactement. cet élément-là. Et du coup, en termes d'évolution, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions, par exemple, à ce métier? Est-ce qu'il y a une suite logique, on va dire, après ce métier? Je sais pas trop, franchement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Après, oui, enfin, il y a toujours. Je dirais qu'en fait, le métier est tellement peu lassant que moi, par exemple, faire ça toute ma vie, ça ne me dérangerait pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est intéressant, on fait jamais la même chose. La technologie avance. Donc, ouais, enfin, moi, je me verrais pas pour l'instant changer, quoi. D'accord, ok. Mais oui, il y a pas de chemin tout tracé. Après, vu comme c'est un truc qui est encore tout Bah, après, nouveau, faut voir un petit peu. ça arrive qu'il y en ait qui arrivent enfin, qui finissent en tant que fonctionnaires pour l'État, donc DGSE, DGSI ou DST, mais on le sait rarement, quoi. C'est-à-dire que c'est des bouts de couloir. Je dis ça parce que voilà, c'est des bouts de couloir, mais on ne saura jamais que Mijruc ou je sais pas quoi, il est maintenant à la DGSI, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. C'est un petit peu le principe, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le principe. À ce propos, on leur passe le bonjour s'ils regardent la vidéo, avec Je grand pense que plaisir. ils sont partout, hein. Avec grand plaisir, on se fera un plaisir d'échanger avec eux pour toutes les questions qui peuvent se poser. Quels sont tes projets à toi là, sur l'avenir? Ou Bon, peut-être après, pour ta c'est structure l'agence, hein. aussi, hein. Ouais, Ouais, c'est voilà. l'agence hein, que développer ça bien. Après, comme je disais, ce serait aussi de faire en sorte que ça soit mieux reconnu juridiquement. Euh, et après, je sais pas trop. Pour l'instant, c'est ça. C'est les deux objectifs qui sont déjà assez conséquents. Et puis après, on verra, quoi. Et tu milites, toi, par exemple, auprès de, je sais pas, j'allais dire des sénateurs, mais c'est pas le bon terme, des politiciens, on va dire, locaux, pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes? Ou est-ce que tu as des contacts peut-être en interne pour essayer de faire bouger les lignes? Ou par la vulgarisation, tu essaies d'encourager en tout cas les personnes à prendre conscience du sujet? Ouais, en tout cas, avec les politiques, non, parce que je n'en ai pas la foi et pas la patience non plus. Mais avec mon compte Twitter et tout ça, ouais, franchement, je fais en sorte déjà de faire connaître. En fait, la vulgarisation me permet déjà de faire deux choses. Déjà, niveau zéro, c'est-à-dire de faire montrer aux gens que bah, leurs données ont de la valeur et qu'il faut qu'ils les protègent. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose. Et après, pour les gens déjà qui savent ça,
mon but, c'est aussi de leur faire découvrir le synth, leur montrer que bah, voilà, c'est pas les gens à capuche, c'est pas ces choses-là. C'est un métier qui est très pragmatique, qui est vraiment ancré dans le réel. Et je leur montre un peu bah, ce que je fais, quelles sont les techniques, comment ça marche. Je parle aussi d'anciennes personnalités un petit peu connues. J'avais fait un thread sur Alan Turing notamment. Et après, je pense que ça va venir tout seul. C'est-à-dire que je ne force pas la chose. Je me dis que bah, voilà, forcément, quand ça va être connu, le synth un peu plus, les choses se feront naturellement. Et puis aussi, avec notre agence, on fait en sorte de fournir toujours le meilleur travail pour que ça puisse servir un jour, quoi. Ok, génial. Tu nous disais effectivement que tu étais sur plusieurs plateformes. Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut te retrouver, on va dire, assez facilement? Tu nous parlais peut-être de Twitter. C'est peut-être là ton axe majeur? Ouais, je suis principalement là sur Twitter, LinkedIn aussi. Mais je sais que LinkedIn, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut faire une demande avant de pouvoir envoyer un message. Mais Twitter, normalement, les messages privés sont ouverts. Donc, je suis facilement joignable ici. Ok, et ben génial. Bah, merci bien. Il y avait un mot de la fin, un sujet que tu voulais aborder avant qu'on s'arrête sur cet échange? Bah, je dirais développer votre esprit critique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper intéressant et hyper important surtout. Euh, à une heure où vraiment on a complètement banalisé la manipulation de masse euh, et où des outils chinois comme TikTok ou comme plein d'autres trucs qui développent de plus en plus des algorithmes puissants qui facilitent en fait la, l'extrême en fait. C'est-à-dire ces algorithmes sont assez binaires et choisissent toujours entre deux choses. Et donc finalement, on a une vision très manichéenne du monde avec le blanc et le noir, enfin en tout cas le mal et le bien. Et donc développer son esprit critique, je pense que c'est quelque chose d'hyper important parce que finalement, des fois, la réponse n'est pas dans le bien ou le mal, mais parfois, enfin, n'est pas dans le oui ou le non. Et des fois, la réponse c'est oui mais ou non mais, quoi. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Et pour ça, je pense que voilà, la culture générale, c'est quelque chose qui aide énormément à se forger son esprit critique et toujours se dire, bon, voilà, est-ce que ce que je pense, c'est correct à mes valeurs? Est-ce que ce que je pense, euh, est-ce que j'ai un avis? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir juger cette chose ou ce sujet? Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui est hyper important pour les années à venir avec l'IA qui arrive à pleine balle dans tout ce qui est algorithme aux réseaux sociaux. Et malheureusement, je pense que ceux qui auront le plus de mal, c'est les gens voilà, qui n'ont pas la culture nécessaire. Et pourtant, avec Internet, bah, la culture est facilement accessible et gratuite. Donc c'est quelque chose que j'encourage vraiment, surtout les jeunes. Je pense qu'il y a absolument des jeunes qui vont nous écouter, ceux qui ont un peu de moins de 15 ans, qui découvrent un petit peu l'outil numérique. Et vraiment, je vous encourage beaucoup, beaucoup à vous cultiver au maximum. Effectivement, je pense que c'est une très bonne information à diffuser en tout cas à large échelle. Merci Tom pour ton intervention, merci pour toutes les réponses que tu as pu nous apporter parce qu'effectivement c'est beaucoup plus clair. C'est un métier que je ne connaissais pas particulièrement parce que ça n'était pas forcément ma branche, l'analyse OSINT. Donc très très intéressant de pouvoir faire ces distinctions-là, de pouvoir nous apporter des compléments d'informations et ta vision des choses. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pensez également à mettre un like, à vous abonner et vous pouvez retrouver directement Tom sur Twitter. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. Salut à tous.